Bonjour à tous et bienvenue dans le monde des animaux sous-marins. Le CIBPL et la Commission régionale bio vous présentent le e-learning environnement et biologie pour découvrir, apprendre et comprendre le monde sous-marin. Dessus, dessous, et le nom n'est pas anodin. C'est une ode aux analogies sous-marines et terrestres pour faire découvrir la richesse des fonds marins et apprendre sans grand A. Pas besoin de grands mots, de cours magistraux pour découvrir un nouveau monde. Et si j'osais, j'utiliserais la célèbre phrase d'un grand quotidien, le poids des mots, le choc des photos. Alors allons-y. Oui, prenons une espèce sous-marine et essayons de réfléchir à quoi elle nous fait penser. Un peu comme le test de Rorschach. L'homme s'est souvent inspiré du monde marin pour certains de ses inventions et de ses découvertes. Donc la mise en place de parallèles met cela en évidence. Et qui de mieux pour comprendre que la championne toute catégorie, la baudroie. Ou les dents de la mer. La baudroie est un poisson qui se pose sur le fond pour chasser. Elle peut mesurer 2 mètres. Nous la connaissons en poissonnerie sous le nom de la lotte. Sa bouche est constituée de très nombreuses dents, inclinées vers l'intérieur, un peu comme sur Terre le sont ces anciens pièges à ours et à loups. En regardant de plus près sa dentition, on comprend mieux comment elle saisit ses proies et comment ses dents les empêchent de ressortir. Et comme souvent les pièges doivent être cachés pour pouvoir fonctionner, la baudroie, elle aussi, fond son piège dans le paysage. Pour cela, elle prend d'une part la couleur du substrat, c'est l'homochromie, et d'autre part, elle essaie d'en prendre la forme, c'est l'homotypie. C'est ce que l'on voit ici par ces petites excroissances de peau qui ressemblent à des algues. Rapide, large, de nombreuses dents, la fonction est identique. Ce sont des pièges pour une chasse à l'affût et les prédateurs qui choisissent ce mode de prédation doivent pouvoir saisir un maximum de proies, principalement de différentes tailles. Laissons parler maintenant votre ventre. Plusieurs types de pinces existent pour couper ou broyer différents objets, dont la résistance est variable et dont les formes sont différentes. C'est l'objet qui crée la fonction ou la fonction qui crée l'objet? Les crustacés, dont le tourteau ou le homard, adaptent leurs pinces aux besoins pour couper ou broyer leur proie. Maintenant que vous voyez où je veux en venir, je vous propose de dire à quoi vous pensez. Effectivement, c'est pour cela que celle-ci s'appelle l'étoile de shérif. Nous ne sommes pas allés chercher bien loin le pourquoi. Passons à du pratico-pratique. Vous connaissez tous ce système de fermeture facile et ingénieux qu'est le velcro. Eh bien, l'araignée de mer a besoin pour se protéger de ses prédateurs de se camoufler. Et pour cela, elle possède de petits appendices identiques à ceux du velcro qui sont situés sur son rostre et parfois sur son dos. Cela lui permet d'y fixer des organismes vivants ou morts qui vont la rendre moins visible. Restons dans les appendices. Ces antennes qui poussent sur nos toits nous servent à rester connectés au reste du monde, à recevoir des informations par le biais des chaînes TV. Ces crevettes font la même chose. Elles captent le moindre mouvement avec leurs appendices. Qui reçoit le mieux? Autre appendice, mais avec une fonction différente. Patiente, la baudroie possède juste au-dessus de sa bouche un appendice, dit filament pêcheur, qu'elle bouge pour attirer ses proies, juste devant sa bouche. Les plongeurs, les pêcheurs, les promeneurs aiment discuter de leurs observations. Pour cela, ils donnent aux espèces des noms plus simples que les noms donnés par les scientifiques. Bien souvent, pour donner ce nom, que l'on appelle un nom vernaculaire, on s'est inspiré de ce que l'on connaissait. Par exemple, si je vous montre ceci, quel nom lui donneriez-vous? Comment? Si je vous dis Marguerite. Et effectivement, en voyant ce qu'il connaissait en premier, on comprend mieux pourquoi ce nom
qui permet de décrire rapidement une espèce. Souvent aussi, dans le nom latin qui leur est donné, un indice sur l'espèce est fourni. Par exemple, Chromodoris purpurea, pour Chromodoris pourpre. Les anémones appartiennent à la grande famille des cnidaires. Il y en a qui ont beaucoup de tentacules, d'autres moins, mais plus gros. D'autres sont très ornementés et d'autres unis. Comme sur Terre, avec comme par exemple la forme, la longueur, la couleur des pétales d'une fleur. Des variétés différentes existent au sein d'une même espèce de fleur, comme la très connue rose, c'est aussi le cas sous l'eau. Ces formes varient souvent en fonction de leur milieu de vie. Le courant peut modifier leur forme, leur nourriture peut faire varier la couleur. Nous avons déjà vu que la baudroie était capable d'homochromie et d'homotypie, ce qui la camoufle parfaitement dans son milieu. Tout comme le font ces snipers. Les deux ont besoin de voir sans être vus. C'est pour ça qu'ils modifient leur forme, en se cachant sous des bâches, des branchages, et se maquillent. Se cacher ne suffit pas pour être un bon chasseur. Il faut aussi bien se positionner pour viser son objectif ou attraper sa proie. La baudroie a un métabolisme très lent, c'est-à-dire qu'elle produit peu d'énergie. C'est pourquoi elle ne peut pas en dépenser beaucoup pour chercher sa nourriture. Elle ne se fatigue donc pas. Elle se déplace face au courant, légèrement au-dessus du sol. Elle ne bouge plus en attendant que sa proie, portée par le courant, arrive et morde à l'hameçon. Un autre champion du mimétisme, 7 fois plus petit, de la famille des Pycnogonides. Alors, il vous fait penser à quoi? Eh oui, à un insecte, qui se prend pour une brindille, autrement dit un phasme. Ce sont les rois du camouflage, au niveau terrestre. Restons dans le petit. Cet animal, ou devrais-je dire cette colonie d'animaux, puisque chaque petite logette blanche est un animal à part entière, s'appelle un bryozoaire. Ces animaux sont par leur taille très fragiles, comme l'est la dentelle de mamie, faite partiellement au crochet durant de longues heures. Pour les bryozoaires de même taille, ce ne sont pas quelques heures qu'il a fallu pour en arriver là, mais quelques années. Un peu de légèreté maintenant. Ce pachyderme, au doux nom d'éléphant, a un postérieur bombé, gris et dur, d'où le nom de cette éponge, appelée fesse d'éléphant. La fesse d'éléphant a une forme généralement massive, alors que d'autres éponges sont arborescentes ou incrustantes. Elle est grise, mais d'autres sont jaunes, bleues, rouges ou vertes. Restons dans la légèreté. Ah, Beyoncé, sa célébrité l'oblige à se déplacer avec un garde du corps. Il lui assure une protection et en même temps, il profite des avantages qui sont attribués à sa protégée. Dans la nature, parfois, les espèces s'entraînent aussi les unes des autres. Elles vivent en symbiose, en mutualisme ou en commensalisme, selon leur degré de dépendance. Par exemple, le pagure de Prideaux et sa locataire, l'anémone Adamsia. Le crustacé qui mange salement apporte de la nourriture à l'anémone. Étant donné qu'il peut se déplacer, l'anémone n'a pas à fournir d'efforts pour cela et en échange, elle protège le crustacé des attaques en libérant des filaments gluants qui empêtrent les prédateurs. Nous sommes donc au cœur des interactions sous-marines, en voici une autre. Les bijoutiers placent leurs plus beaux joyaux sous cloche, en plus de leurs vitrines blindées. La crevette Periclemines, dont une espèce porte le nom la crevette amétis, est elle aussi un joyau, coloré, ornementé, protégé dans un écrin que sont les tentacules des anémones. D'autres bijoux sont eux aussi présents sous l'eau. Comme ceux que l'on retrouve chez les bijoutiers, ils sont colorés, brillants. Une petite anémone, surnommée l'anémone bijou ou perle, incarne bien cela. D'autres bijoux, mais cette fois-ci dans leur fonctionnement. La règle de base dans chaque règne animal, végétal, est de vivre et de se reproduire.
Pour cela, chaque espèce a opté pour une direction, une voie, dite de l'évolution. Les botryles sont des acidies, des animaux qui ont choisi de filtrer l'eau, soit de façon indépendante ou en petits groupes, ou comme ici de façon dite coloniale, comme l'ont fait ces Hollandais dans cette résidence. Au centre, le parking et les ordures, et radialement, les maisons individuelles, mais avec une mutualisation de certains moyens. Voici une autre espèce qui en a fait un choix. Pour se protéger, plusieurs solutions existent. Attaquer, se cacher, se déplacer. Le kython est un mollusque qui a choisi de se protéger dans une carapace solide tout en se déplaçant lentement. À l'opposé, le calamar, un autre mollusque, a aussi une coquille, mais interne, une plume. Elle ne protège pas, mais elle lui permet de se déplacer rapidement. Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Le choix du kython est le même que celui des Romains. Ils ont fait le choix compromis, mobilité, solidité. Un autre exemple, les ventouses. Cette petite excroissance souple qui permet d'adhérer fortement au support. Les plus utilisateurs de ce principe sont les poulpes. Ils en ont sur toute la longueur de leurs tentacules, sur plusieurs rangées. Ils immobilisent facilement leur proie, ou ils peuvent transporter des rochers pour fermer leur cachette grâce à elles. Si certains utilisent l'armure, d'autres se drapent d'une parure plus dissuasive. Pour permettre à ces fruits de mûrir, sans se faire dévorer par les oiseaux, le châtaignier produit un baume hérissé de fin piquant. Les oursins ont adopté la même technique. Leur squelette calcaire est muni d'une multitude de piquants, souvent très pointus et cassants, défense plus intimidante pour de nombreux prédateurs. Fixés sur le squelette sur de sortes de rotules qui leur permettent de bouger, les piquants ne servent cependant pas à la locomotion. Ce sont de petits pieds extensibles munis de ventouses qui, bien à l'abri parmi les piquants, permettent à l'oursin de se déplacer. Un danger et hop, tous les oiseaux se sont envolés, alertés par un sifflement. Certains poissons vivent de la même manière, en banc. Tous les individus du groupe se déplacent alors ensemble, protégeant les plus faibles. En chassant ensemble, ils multiplient leurs chances de capturer leur proie et de se reproduire. Pour communiquer entre eux, ils ne sifflent pas. Mais le changement de direction d'un poisson est ressenti par l'ensemble du groupe, grâce à des capteurs situés tout au long de leur corps, sur une ligne appelée ligne latérale. Cet animal, appelé Bolinopsis, fait partie de la famille des cténaires et passe sa vie en pleine eau. Translucide, il est souvent confondu avec une méduse, mais contrairement à elle, il n'a pas de cellules urticantes, mais des cellules collantes pour attraper ses proies. James Cameron a sûrement été inspiré par une de ces espèces pour imaginer cet animal que nous pouvons voir dans Abyss. Après le cinéma, attardons-nous sur les sciences et quelques utilisations faites par l'homme de ce qu'elle lui a inspiré ou fourni. Les étoiles de mer se nourrissent en sortant, dévaginant leur estomac sur leur proie et effectuent une digestion externe. Cela s'appelle la phagocytose. Mais la vraie phagocytose est plus celle faite au niveau cellulaire. Elit Mechnikov, zoologiste biologiste russe, a obtenu un prix Nobel en 1908 pour son travail sur l'immunité en travaillant sur la larve d'étoiles de mer. Le lièvre de mer, ou aplytie, est une des plus grandes limaces marines. Elle a aussi la particularité d'avoir de grandes cellules nerveuses, et c'est cette particularité qu'Eric Kandel a utilisée. Il a lui aussi obtenu un prix Nobel en 2000 pour ses recherches sur la mémoire en travaillant sur les aplysies. L'étoile de mer glaciaire, une des plus grandes de nos côtes, est aussi celle qui porte les plus grosses épines. Est-ce un signe de défense externe qui traduisait sa force interne? Est-ce pour cela que les chercheurs s'y sont intéressés? Dans tous les cas, une molécule, la roscovitine, a été extraite de ses œufs. C'est un inhibiteur puissant servant dans la lutte contre le cancer. Des milliers de molécules sont issues d'espèces marines comme celles d'éponges, d'acidies, d'algues. Ce premier échange s'achève. Vous venez d'avoir un aperçu de multiples facettes du monde sous-marin. Nous avons abordé différents moyens d'adaptation, comme l'homotypie,
le dimorphisme, la symbiose, l'utilisation par l'homme des inventions de la nature pour la science ou le cinéma, et la physiologie de certaines espèces. Et nous avons même abordé l'évolution, comme quoi la science c'est pas compliqué, apprendre sans se casser la tête c'est possible. Il ne vous reste plus qu'à vous faire vos propres analogies et à aller voir par vous-même en plongée toutes ces merveilles.